Nous retrouvons nos invités pour la suite. Germain Poli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Nous avons également Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Et puis Jérôme Sossou, lui, il est directeur de publication de Triangle des enjeux. Avant d'aller en rubrique centrafricaine, on parlait du procès Thomas Sankara, 30 ans de prison contre l'ancien président Blaise Compaoré, qui avait la parole. J'ai oublié le fil. Non, mais moi je finissais Ouais. lorsque tu allais à la pause. Oui. Mais de Donc, toute façon, comme je le disais, je ne dirais pas que c'est un procès équitable, puisqu'il manquait justement Blaise Compaoré oui. à ce procès-là. Peut-être qu'on voulait à tout prix le condamner, mais comme l'a dit Eric tantôt, il est encore pour nous tous un présumé coupable, et à qui on devait quand même arracher quelques mots pour voir dans quelle optique ou qu'est-ce qui véritablement a motivé ce coup d'État. Peut-être que la révolution de Thomas Sankara n'arrangerait pas le Burkina Faso, ou alors, par envie glouton, Blaise Compaoré voulait à tout prix quand même prendre le pouvoir. Et on avait vu aussi au Togo, c'est comme ça qu'on a tué notre premier président démocratiquement élu. Vous voulez parler de Sylvanus Et jusqu'à ce jour, on ne connaît pas réellement les motifs pour lesquels il a été tué. On ne connaît pas réellement celui-là qui a ordonné ce coup, celui-là qui a tiré sur lui. Et pourquoi on a tiré sur lui? Et on voudrait quand même qu'on nous replace, qu'on nous retrace cette histoire dans son contexte réel pour quand même démontrer aux Togolais ce qui s'était véritablement passé. Sinon, jusqu'à ce jour, on baigne dans un flou. Tantôt, on nous dit ceci, tantôt on nous dit cela. Et l'histoire est tronquée. Alors qu'on continue d'enseigner la même histoire à nos enfants, peut-être que demain à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants au cours primaire. Alors, aujourd'hui, il est fondamentalement important qu'on retrace l'histoire dans son contexte réel pour quand même situer on retrace finalement les histoires. Les histoires, en réalité, ce serait quand même intéressant. Eric Johnson, je vous retrouve cette question, elle m'est très précieuse parce que les analystes disent que des gens ou bien des puissances ont donné l'ordre. Aujourd'hui, on dit c'est Blaise Compaoré qui est le donneur d'ordre. On sait que Thomas Sankara était gênant. Il n'hésitait pas à dézinguer les gens. Même à la tribune des Nations Unies, la tribune de l'Union africaine, j'ai eu à l'écouter par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que c'est donneur d'ordre, c'est Blaise Compaoré seul? Non. Tu portes à croire quand même que Blaise Compaoré était soutenu par des pays africains d'abord et ensuite par des puissances étrangères. De quelle manière? Vous savez, quand un chef d'État va à une tribune de l'Union africaine et il n'hésite pas à nommément citer ses collègues chefs d'État, les accusant de tout et de rien, il faut savoir que ça frustre et que tout de suite, on peut commencer par chercher des moyens pour enlever ce chef d'État-là du pouvoir. Ce qui s'est passé réellement avec Thomas Sankara. Tout porte à croire que des pays africains étaient derrière ce qui s'est passé au Burkina en cette année de 1987. Parce que, d'abord, les pays voisins, comme surtout la Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny était cité dans plusieurs rapports suite à l'assassinat de Thomas Sankara. Surtout, il était très proche de certaines puissances. Était cité comme Jérôme, comme je ne veux étant... pas donner des noms. Non, mais il dit qu'il ne les connaît pas, il ne les connaît pas. Mais moi, je me réfère tout simplement aux documents que nous avons parcourus par rapport à cet assassinat. Et donc, on accusait directement le président Houphouët-Boigny avec son collègue
tchadiens et d'autres encore dans la sous-région d'être derrière cet assassinat. Et donc, quand nous prenons les relations que ces différents chefs d'État, on parle de Houphouët-Boigny et autres, avaient avec les puissances étrangères, parce qu'ils constituaient quand même des chefs de pont par rapport à certaines puissances. Vous prenez par exemple le cas de la France où il est dit que pour avoir ou pour pouvoir obtenir quelque chose de l'Afrique francophone, il faut forcément passer par Houphouët-Boigny. Et donc, par transition, on dit la France était derrière Houphouët-Boigny pour l'assassinat de Thomas Sankara. Et donc, quand vous lisez tout ça, vous avez comme l'impression que à partir de certains pays africains, certaines puissances occidentales ont participé ou étaient au courant, même si on ne peut pas démontrer que ces pays-là, ces puissances-là avaient participé à cela, mais on peut toutefois dire que ces puissances et ces pays étaient au courant de cet assassinat, sinon de ce coup d'État qui a conduit à l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, quand on le dit, c'est parce qu'il y a des documents que nous avons parcourus qui le disent. Germain, Pouli, on va arracher un dernier mot sur ce sujet. Oui, non, je pense que nous sommes à une heure qu'on croyait derrière nous et qui est en train de revenir. C'était l'époque où on arrivait au pouvoir que par les coups d'État. Il ne s'agissait pas que du Burkina seul, du Bénin en passant par le Ghana à côté, le Mali, sauf la Côte d'Ivoire qui était un peu stable. Donc tous ces pays africains-là, ce sont des soldats qui se succédaient et qui devenaient des civils. Et quand Thomas Sankara arrive, peut-être à des rencontres entre pays militaires avec son béret, il y a plein d'anciens militaires qui sont en boubou, en basin et en costume, qui sont des colonels, qui sont des généraux, qui sont au pouvoir et qui sont comme des civils. Donc c'est une période où on n'arrivait au pouvoir que par un coup d'État. Et la puissance amie, avalisée ou pas, quand vous restez longtemps au pouvoir, ça veut dire que vous êtes soutenu par l'Occident. Quand on vous chasse rapidement, ça veut dire que vous n'êtes pas soutenu. Vous êtes des révolutionnaires. L'analyse qu'on faisait des coups d'État, malheureusement, 30 ans après, ou 50 ans après, on revient un peu à ça. Et la démocratie qu'on a vu naître dans les années 60, qui a vite disparu avec le coup d'État, qui est revenu dans les années 90, est sérieusement en péril aussi avec le coup d'État auquel nous assistons. Mais comme je le disais en même temps, que c'est un procès pour laver la mémoire de Thomas Sankara, c'est en même temps un grand procès contre ceux-là qui font des coups d'État et qui après ne sont plus au pouvoir. Ça veut dire qu'ils passent forcément donc par le tribunal des hommes s'ils sont encore en vie. Et Jérôme parlait du coup d'État togolais où aujourd'hui la plupart des protagonistes ne sont pas en vie. Ouais. Donc il y a des membres qui a assumé un coup d'État finalement qui a été démenti. On parle plutôt d'un Français qui aurait tiré sur le président togolais. Raison pour laquelle il faut retracer. retracer. J'arrive. Cette affaire-là a été classifiée comme on dit. Et si le procès de Blaise Compaoré a été possible aujourd'hui, c'est parce que la France aussi a levé la main sur ce dossier-là. Donc, pour le Togo, en temps, il y a un petit-fils de Sylvanus Olympio qui avait réclamé. Après, on a vu la réaction des propres héritiers du président qui visiblement ne sont pas intéressés par l'ouverture d'un tel dossier. Mais c'est ça l'histoire. Et par rapport au cas togolais, ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les protagonistes de cette histoire-là. Ça va être peut-être un procès symbolique si un jour. Mais les arrière-petits-fils sont là et la famille aussi est là. Même pour le peuple togolais. Justement. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais en même temps, comme on le disait, c'est le procès des coups d'État
de ceux qui en bénéficient prioritairement. Quand vous êtes bénéficiaire, on suppose que vous êtes le commanditaire. Ouais. Bon, je pense que quand Tankara a été tué, et Kamporé n'était même pas au pays. Il était en voyage au moment où ce coup d'État-là s'exécutait. Maintenant, comme il est revenu prendre le pouvoir, c'est lui le principal bénéficiaire. Déjà, on pense que c'est lui le commanditaire. Et donc, si tous ces éléments-là sont réunis par rapport au témoignage qu'on a eu, donc ce procès va évoluer, mais ça reste tout de même symbolique. Et je pense que c'est ce que les victimes de ce coup d'État-là réclamaient, en commençant par la veuve de Thomas Sankara, qui a lutté pendant des années. À la fin, qu'on puisse offrir donc des obsèques un peu plus dignes, donc de son mari, qu'on sache où est finalement ce corps-là, et si on peut organiser donc des obsèques dignes donc autour de ces dépouilles-là. Donc ça reste quand même des procès qui donnent des exemples, avec une valeur assez symbolique très importante. On va en Centrafrique. Le Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra a été démis de ses fonctions par le président Faustin Archange Touadéra et remplacé par le ministre de l'économie Félix Moloua dans un contexte de tensions nourries par les luttes d'influence franco-russe, notamment à 8 ans de guerre. Alors, Germain ici, Jérôme Sossou, est-ce que vous connaissez les motifs qui ont conduit au limogeage du Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra? Non, officiellement, il n'y a aucun motif qui est relevé, sauf qu'on parlait d'une tension, d'un environnement qui n'est plus propice entre les deux personnalités, c'est-à-dire le chef de l'État et puis le Premier ministre qui finalement a déposé sa démission, et que cette démission a été rapidement validée par le chef de l'État, qui n'a pas tardé à le remplacer par le ministre d'État, ministre des Finances. Et puis tout partait de cette histoire des Russes qui, en tout cas, donnait l'impression aujourd'hui comme c'est le Messie de l'Afrique de la Centrafrique. Et donc, je ne sais pas, c'est le chef de l'État, Touadéra, même qui avait nommé... il y a de cela 8 mois. 8 mois, il y a de cela 8 mois. Et puis, je ne sais pas comment il a jugé sa moralité. Je ne sais pas comment il a vu ce qu'il a vu dans la personnalité de l'ex-premier ministre désormais, avant de le nommer. Et puis, je ne sais pas comment leur collaboration a été entretenue pour qu'on en arrive à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que dans certains pays, les chefs d'État savent en qui avoir confiance pour les nommer Premier ministre. Parce que le Premier ministre devrait en réalité être celui-là qui doit subir toutes les consignes, ou qui doit exécuter toutes les consignes du chef de l'État. Vous voulez dire que quand il y a des accords entre le Premier ministre et le président, il y a problème alors? Il y a véritablement problème, et le président va taper du poing sur la table. Et lorsque le président va taper du poing sur la table, automatiquement le Premier ministre serait limogé. C'est de ça qu'on assiste aujourd'hui. Et vous avez vu que le Touadéra n'a pas tardé avant de nommer son nouveau Premier ministre, qui est son ministre qui était encore un ministre du gouvernement, qu'il a mis à la place. Peut-être qu'il a confiance en celui-là. On attend de voir ce que ça va donner d'ici peu. Surtout que l'environnement dont on parle est toujours en place, rien n'est encore changé. On verra ce que ça va donner d'ici on vient de le nommer, je crois que c'était hier ou avant-hier seulement. On attend d'ici 5 ou 8 mois pour voir ce que ça va donner. J'ai en mémoire aussi dans un pays, tous les premiers ministres pratiquement faisaient 7 ou 8 mois et on les remplaçait. Sauf que je ne vais pas donner pour le moment le nom de ce pays-là. Comme vous le dites, on attend de voir. On attend de voir. Ouais, on va rester toujours dans le pays de Bokassa, mais juste après la petite pause. On revient ensuite.